Sébastien Dupont qui va nous présenter le cas de la conservation de la levure et le rôle antioxydant des stérols de la membrane de ces levures. Bon, parfait. Tu vas changer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le sujet de ma présentation porte en fait sur la compréhension des mécanismes de résistance à la déshydratation de la levure Saccharomyces cerevisiae. Et en fait, au cours de cette présentation, je vais essayer de vous montrer comment, à partir de données fondamentales tirées de la levure, on peut en fait développer des applications basées sur la déshydratation, avec notamment la préservation de cellules d'intérêt ou bien encore la destruction de cellules d'altération. Alors, le plan de mon exposé va suivre le plan suivant, avec une partie introductive où je vous donnerai quelques généralités sur la déshydratation et sur la conservation cellulaire. Je vous présenterai ensuite la cible majeure des cellules de la déshydratation, qui est la membrane plasmique, en vous présentant les contraintes induites par la déshydratation sur ces structures. Et enfin, je vous présenterai mon micro-organisme d'étude, qui est la levure. Suite à ça, je vous présenterai en fait quelques résultats concernant l'étude des mécanismes de résistance de Saccharomyces cerevisiae, avec une première partie qui concerne un paramètre process, qui est la vitesse de déshydratation. Et ensuite, je vous présenterai un paramètre physiologique de la levure, qui est en fait sa composition en ergostérol, qui est un de ses lipides majeurs, et je vous présenterai quelques résultats justement sur le rôle de l'ergostérol dans la résistance des levures à la déshydratation. Enfin, dans une troisième partie, justement, je vous montrerai comment, à partir de données de la levure, on peut optimiser et développer des applications sur la base de la déshydratation, avec d'une part la conservation de cellules et d'autre part la destruction de cellules d'altération. Donc, tout d'abord, quelques généralités. Il faut savoir que la déshydratation correspond en fait à un retrait de l'eau intracellulaire. Et ce retrait de l'eau intracellulaire va conduire à une vitrification du milieu intracellulaire. Alors, le verre intracellulaire correspond à un état de très forte viscosité qui conduit à un ralentissement, voire à un arrêt des réactions cellulaires, et notamment des réactions de dégradation cellulaire, ce qui permet justement de conserver les cellules sur de longues périodes. Alors, il y a des exemples de conservation sur des temps longs dans la nature, avec différents types de cellules et même d'organismes. On a notamment des spores bactériennes qui peuvent être conservées plus de 1000 ans, des graines, des nématodes ou bien encore des tardigrades. Et enfin, cette propriété de conservation de longue durée des cellules séchées est déjà largement utilisée dans l'industrie, notamment avec les ferments et les probiotiques. Alors cependant, bien que l'on puisse conserver grâce à la déshydratation, il y a un grand nombre de cellules qui sont sensibles à ce type de traitement, et il va y avoir notamment une perte d'intégrité de la membrane plasmique et une mort des cellules lorsque l'on va essayer de stabiliser ces cellules. Je vais donc vous présenter justement la membrane plasmique, qui est la cible majeure de la déshydratation. Et pour vous montrer un peu les contraintes que subit cette structure, je vais vous présenter les deux types de déshydratation que l'on peut rencontrer. Sur la gauche, ici, on a en fait une déshydratation osmotique dans laquelle en fait on va augmenter le nombre de solutés dans le milieu. Alors, cette augmentation du nombre de solutés va induire un transfert d'eau entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, et on va avoir une diminution du volume cellulaire qui va induire d'une part des contraintes mécaniques. Dans le cas du séchage aérien, cette fois-ci, on n'augmente pas le nombre de solutés dans le milieu, mais on va diminuer le nombre de molécules d'eau du milieu. Donc ceci revient dans une première phase à concentrer les solutés, donc on a une première phase osmotique, et lorsque l'on va pousser le séchage, les cellules vont entrer en contact direct avec l'air atmosphérique. Et dans ces conditions, on va avoir à la fois une contrainte mécanique qui est liée à la variation du volume de la cellule, et également une contrainte oxydative qui est en lien avec le contact direct de l'air avec les cellules. Donc, pour un peu imager tout ça, la déshydratation osmotique induit des contraintes mécaniques que l'on peut observer au niveau de liposomes, qui sont des membranes modèles. Lorsque l'on va induire en fait une déshydratation, on va avoir une contraction et des plissements de la bicouche lipidique. Ceci est également observé sur des cellules entières. Concernant l'oxydation, en fait, ici, je vous ai juste mis un petit schéma du phénomène du processus d'oxydation de la membrane. Et en fait, l'oxygène intervient à deux niveaux. D'une part, il favorise la production d'espèces radicalaires et intervient également dans la phase de propagation où en fait les radicaux lipidiques peroxylés vont pouvoir en fait induire la propagation de l'oxydation. Donc ce sont à la fois ces contraintes mécaniques et oxydatives qui sont induites par la déshydratation, qui sont à l'origine d'altérations irréversibles de la membrane plasmique et qui causent la mort des cellules au niveau des cellules sensibles. Donc pour vous présenter maintenant mon modèle d'étude, qui est la levure Saccharomyces cerevisiae,
faut savoir que c'est un micro-organisme eucaryote dont le génome est entièrement séquencé, ce qui permet notamment de disposer de nombreux mutants, et c'est également le modèle eucaryote le plus utilisé en biologie. Alors, cette levure est fortement utilisée dans la fabrication d'aliments tels que le pain et la bière, notamment également dans des compléments alimentaires et également dans la production de vaccins. Dans son environnement naturel, cette levure, en fait, donc son environnement naturel, c'est la surface des plantes, des fruits, au niveau du sol, va subir en fait de nombreuses fluctuations climatiques et elle va persister. Elle est d'ailleurs décrite comme un hydrobiote puisqu'elle peut résister à une dessiccation sévère. Et cette capacité de résistance au séchage est déjà largement utilisée dans le domaine industriel puisqu'on peut déjà facilement trouver de la levure sèche active. Donc ceci nous a amené à nous demander quels sont les mécanismes justement qui permettent à la levure de préserver sa membrane plasmique lors de la déshydratation. Donc je vais vous présenter maintenant la deuxième partie justement dans laquelle je vais vous présenter quelques résultats avec en première partie un paramètre process qui est la vitesse de déshydratation. Donc ici, ce que je vous présente, c'est un résultat de survie de la levure en fonction de la vitesse de déshydratation. Et donc ici, nous avons fait des déshydratations osmotiques. En fait, donc, nous avons étudié la vitesse à laquelle la contrainte mécanique est appliquée sur la membrane sur la survie. Donc pour cela, on a ajouté du glycérol avec différentes vitesses et on a regardé ce qui se passait donc, au niveau de la viabilité des cellules. Et nous avons utilisé deux intensités de séchage, de déshydratation. Une intensité modérée qui correspond à une pression osmotique de 30 mégapascales et une intensité plus élevée qui correspond à 166 mégapascales. Et on a utilisé, on va dire, deux chemins différents. Soit on a déshydraté progressivement et réhydraté progressivement, ou à l'inverse, on a déshydraté rapidement et réhydraté rapidement. Ce que l'on peut voir, c'est que pour une déshydratation modérée, il y a peu d'impact de la vitesse de déshydratation et de réhydratation. En revanche, lorsqu'on va avoir une intensité de séchage beaucoup plus forte, on va avoir un effet de la cinétique. Alors, par exemple, ici, lorsqu'on y va progressivement, on a environ 80% de survie, alors que lorsqu'on réalise en choc la déshydratation et la réhydratation, on a moins de 0,3% de survie. Alors ceci nous amène à nous demander en fait pourquoi la vitesse joue sur la viabilité, alors que pourtant on a la même variation volumique entre les cinétiques progressives et les cinétiques rapides. Dans les deux cas, en fait, on a une variation d'environ 50% du volume. Et pourtant, après une cinétique en choc, on a environ 95% de cellules perméabilisées. Et pour des cellules qui ont été déshydratées progressivement, on a beaucoup moins de cellules perméabilisées avec un taux de 12%. Donc pour essayer de comprendre un peu comment la vitesse influe sur la perturbation mécanique, nous avons décidé justement d'essayer d'observer la membrane plasmique des levures. Et donc pour ça, on a utilisé deux approches. Une approche qui est basée sur la microscopie de fluorescence, ce sont les images que vous voyez ici, et une approche qui est basée sur l'observation de l'ultrastructure par microscopie électronique à transmission. Donc sur la série d'images en fluorescence, nous avons utilisé un marqueur qui marque la membrane plasmique. Nous avons ici réalisé une déshydratation progressive et nous avons regardé comment se comportait cette membrane au cours du temps de maintien à l'état déshydraté. Dans le cas des perturbations progressives, le marquage membranaire est situé au niveau de la membrane et on peut voir apparaître quelques petits spots de fluorescence. Ces spots de fluorescence, quand on regarde les photos des microscopies électroniques, semblent venir en fait d'invagination au niveau de la membrane plasmique. Et ces invaginations en fait permettent de compenser la diminution du volume cellulaire. Dans le cas des chocs, on a un comportement assez différent puisqu'en fait, après un choc, on va avoir du marqueur fluorescent qui rentre au niveau de l'intérieur de la cellule. Et en fait, ce qui veut dire qu'on va avoir de la membrane plasmique qui va être internalisée donc après un choc hyperosmotique. Si on regarde le type de déformation induite par des perturbations rapides, on peut voir que les types de déformations sont de formes différentes, avec notamment des replis beaucoup plus fins, avec des zones très rapprochées qui favorisent la fusion. Ce qui peut expliquer notamment d'ailleurs l'internalisation de membrane. Ceci est particulièrement critique puisque lorsque l'on va réhydrater ces cellules, après un choc, la surface membranaire est devenue en fait insuffisante pour revenir au volume initial et c'est ce qui explique en fait la perméabilisation importante des cellules après des perturbations rapides. Donc pour conclure cette diapositive, on peut voir ici qu'un paramètre process, qui est la cinétique de déshydratation, influe directement sur les contraintes mécaniques et donc influe ensuite sur la survie des cellules. Donc maintenant, je vais vous parler du paramètre un peu plus physiologique et je vais commencer par vous présenter la problématique et pourquoi nous sommes intéressés à l'ergostérol. Il faut savoir que l'ergostérol est le lipide majeur dans la composition de la membrane plasmique de la levure Saccharomyces cerevisiae puisque ce lipide représente environ 1 lipide sur 3, donc ce qui est assez énorme.
Et il faut également savoir que les stérols, d'une manière générale, sont des lipides essentiels de la membrane des eucaryotes. Ils ont notamment des rôles structuraux et fonctionnels et permettent aussi la résistance à différents types de perturbations. Donc à partir de cela, nous nous sommes demandé si l'ergostérol pouvait être impliqué dans la résistance particulière des levures à la déshydratation. Donc rapidement, le protocole d'étude que nous avons utilisé, nous avons en fait choisi 2 souches de levure. Une souche sauvage qui accumule de l'ergostérol. Ici, en fait, vous avez la fin de la voie de biosynthèse de l'ergostérol. Nous avons choisi un mutant délété délété pour un gène qui est le gène ERG6. Et donc, ce mutant accumule majoritairement du zilibostérol. Et donc, c'est ces 2 souches que nous avons comparées avec un contenu en stérol différent. Et donc, pour cela, nous avons réalisé une déshydratation, une réhydratation, et nous avons observé en microscopie et fait des études de viabilité. Donc voici un premier résultat où, pour commencer, nous avons juste comparé la résistance au séchage des 2 souches. Donc pour ça, on a utilisé une enceinte hermétique dans laquelle on peut maîtriser l'humidité relative. Et après 1 heure de traitement, on a regardé la survie des levures. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une différence assez forte entre les 2 souches, puisqu'on a environ 80% de survie sur la souche sauvage, alors que cette survie est inférieure à 5% sur la souche mutante. Donc ce premier résultat nous indique que la nature des stérols de la membrane va influencer la résistance des levures au séchage. Alors pour essayer de comprendre un peu quelles sont les contraintes qui sont délétères pour justement la faible survie de la souche sauvage, on a décidé de faire le même séchage, mais cette fois-ci sans oxygène. Donc pour essayer en fait d'enlever la contrainte oxydative qui est induite par le séchage. Donc pour cela, nous avons séché au même niveau d'humidité sous azote. Et ce que l'on peut voir, c'est que lorsque l'on sèche sous azote, on va augmenter le taux de survie des 2 souches. Alors en revanche, cette augmentation du taux de survie est plutôt faible pour la souche sauvage, puisqu'on multiplie le taux de survie par 1,3, alors que pour la souche mutante, ce taux de survie va être multiplié par 13. Donc ce résultat va nous indiquer qu'en fait, il y a une contrainte oxydative qui semble plus létale sur la souche mutante que sur la souche sauvage, et nous semble indiquer que l'ergostérol protège de l'oxydation. En revanche, ce que l'on peut également remarquer, c'est que bien qu'on remonte la viabilité de la souche sauvage, on est encore très loin de la viabilité de la souche mutante, de la souche sauvage. Et donc l'oxydation ne semble pas être le seul élément critique pour la sensibilité de la souche mutante. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est justement d'essayer d'observer les contraintes mécaniques sur les 2 souches. Et donc nous avons observé, pareil, en microscopie électronique à transmission, comment devenait la membrane plasmique des 2 souches. Et ce que l'on a pu voir, en fait, c'est que le devenir de la membrane est assez différent entre les 2 souches. Avec la souche sauvage, on va avoir des invaginations assez profondes qui permettent en fait de préserver la continuité de la membrane, alors que dans la souche delta ERG6, donc la souche mutante, on a des déformations qui sont très différentes, avec la formation de nombreuses petites vésicules de membrane entre la membrane plasmique et la paroi. Donc ceci suggère qu'on va avoir une perte d'intégrité de la membrane plasmique liée aux contraintes mécaniques lorsque la souche n'a pas l'ergostérol, mais au contraire le zimostérol. Donc ceci permet également de dire que l'ergostérol permet une résistance de la membrane plasmique aux contraintes mécaniques qui sont induites par la déshydratation. Alors en fait, ensuite, on s'est demandé si l'on pouvait en fait restaurer une survie forte de la souche sauvage en la supplémentant en ergostérol. Donc pour cela, nous avons cultivé la souche mutante en présence d'ergostérol. C'est les résultats que l'on peut voir ici dans cette couleur. Nous avons fait la même chose pour la souche sauvage en termes de contrôle. Et ce que l'on peut voir, c'est lorsque l'on supplémente la souche sauvage, qui est sensible à la base, on peut revenir à des taux similaires de survie, des taux similaires à ceux de la souche sauvage. Donc ici, ça conforte bien le rôle clé de l'ergostérol dans la résistance à la déshydratation. Et ça montre également que l'on peut rendre résistante une souche qui, à la base, est sensible au séchage. Donc pour conclure cette partie sur les résultats, je vais vous faire en fait une petite synthèse en fait, pour expliquer un peu pourquoi une cellule meurt ou survit lorsque l'on fait une perturbation hydrique. Alors pour rappel, en fait, donc la déshydratation cellulaire est une combinaison de contraintes mécaniques et oxydatives, et ces contraintes mécaniques et oxydatives vont dépendre des paramètres du procédé de déshydratation. En face de cela, on va avoir différents types de cellules qui vont posséder des mécanismes de résistance différents, qui vont dépendre de leur structure et de leur composition. Donc c'est plutôt ça des mécanismes, on va dire, constitutifs, mais on peut avoir aussi des mécanismes inductibles, comme certains systèmes de défense, qui vont pouvoir un peu contrer les contraintes, et notamment les contraintes oxydatives. Et ce qui va en fait conduire
vers la mort ou la survie des cellules, c'est cette balance entre les mécanismes de résistance et les contraintes induites par le séchage. Alors ce qu'on a vu, en fait, c'est bien que la cellule est détruite comme un anhydrobiote, on trouve des conditions où on peut tuer cette levure. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'anhydrobiote en général, il y a toujours des conditions et des mécanismes de résistance. Et donc même si la levure est un anhydrobiote, on peut la tuer. A l'inverse, Cyril vous a présenté avant, on part d'une souche sensible, en jouant sur les procédés, on peut limiter les contraintes et conduire des cellules dites sensibles dans la survie. On peut donc conduire les cellules vers la zone survie des cellules. Donc ceci nous amène à dire que la maîtrise des contraintes mécaniques, notamment donc par le procédé, permet d'envisager la déshydratation comme procédé de préservation, mais également comme un procédé de destruction cellulaire. Et c'est d'ailleurs sur cela que je vais conclure, en vous présentant d'ailleurs quelques voies d'optimisation et de développement d'application de la déshydratation cellulaire, avec tout d'abord donc l'aspect qui est déjà très connu, qui est l'aspect préservation de cellules d'intérêt. Donc dans le cas de cellules d'intérêt, il va falloir chercher donc justement à limiter les stress mécaniques et oxydatifs. Et donc pour ça, il va y avoir différentes stratégies. Pour limiter le stress mécanique, nous avons pu voir que l'on peut justement jouer sur des paramètres procédés comme la cinétique. On peut également jouer sur des paramètres qui vont chercher justement à diminuer la variation du volume cellulaire. Et donc pour cela, on peut chercher à accumuler ou à internaliser des solutés. Pour limiter le stress oxydatif, on peut jouer sur les conditions gazeuses, c'est ce que Cyril vous a montré, ou ce que j'ai pu vous montrer également sur la levure. On peut ajouter des antioxydants, ou bien encore réaliser des pré-stress pour activer les systèmes antioxydants des cellules. Concernant cette partie de destruction, en fait, ça va être l'inverse. On va au contraire chercher à augmenter les stress liés à la déshydratation. Et donc, pour augmenter les stress mécaniques, on peut jouer sur les vitesses de déshydratation. Et également cumuler les cycles de déshydratation et de réhydratation en fait, pour accumuler les dommages membranaires pour conduire vers la mort des cellules. On peut également jouer donc, sur le stress oxydatif, notamment en augmentant la production d'espèces radicalaires de l'oxygène, en jouant avec des paramètres qui sont assez connus, tels que la température et la lumière. On peut également faire une synergie entre la déshydratation et l'ajout d'oxydants. Et enfin, on peut également diminuer la résistance intrinsèque de levure en jouant notamment sur leur composition. Donc c'est l'exemple de l'ergostérol où on peut les dépléter pour les rendre sensibles. Donc cet aspect en fait destruction par la déshydratation est encore un procédé qui est encore assez peu utilisé, mais il faut savoir qu'il y a des études en cours. Et notamment au laboratoire, on a une ANR, l'ANR EcoSec, qui vise justement à décontaminer les surfaces dans les ateliers de traitement d'aliments réfrigérés par l'utilisation optimisée de la déshumidification de l'air. Donc je vous remercie de votre attention et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Sébastien, c'est intéressant de voir que un de nos objectifs est de conserver la cellule vivante, mais que aussi de pouvoir détruire les cellules est parfois un avantage recherché. Merci Sébastien.